prête? Oui. On va voir ce que c'est quoi les questions. Voilà, alors Madame Leslie, pourquoi est-ce que vous vous opposez aussi fermement à l'EVRAS? Alors je m'oppose à l'EVRAS depuis que j'ai fait mon analyse et de la veille depuis 2015, depuis 2014-2015, en ayant compris les connivences qu'il y avait entre différentes associations qui s'accaparaient le thème de l'éducation à l'école, or que la prérogative dans l'enseignement, c'est l'instruction. L'éducation appartient aux parents. De ce fait, on nous spolie notre droit éducationnel en disant qu'il est complémentaire, mais il va totalement à l'encontre des désirata des parents qui n'ont pas été informés déjà par rapport au protocole de 2013 qui a été fait par Madame Fanella Lanan. Et le problème est qu'on n'a pas fait de campagne informationnelle pour les parents. On ne leur a pas posé la question est-ce qu'ils étaient d'accord ou non. Donc moi je ne suis plus dans le discours de dire on va regarder ce qu'il y a dans le guide d'EVRAS. Ça c'est la conséquence, c'est le bout de l'iceberg qui émerge. Mais il faut voir en amont qui sont les acteurs qui ont cautionné et qui ont participé à toute cette main basse sur nos enfants, à faire de l'EVRAS, sans informer les familles. Mais au niveau du contenu, qu'est-ce qui vous dérange? Alors le contenu, on ne fait pas de porte ouverte dans le fondamental, parce que tout le monde se revendique de l'OMS. Les standards de l'OMS, il faut savoir lire de ce que revendique le... Alors, je me suis fait passer pour une dame de l'EVRAS et j'ai les catalogues, déjà de 2016, au niveau des fédérations pluralistes féminines. J'ai fait de la veille sur le CAL, j'ai fait de la veille sur les lobbies LGBT qui ont rentré avec la note interfédérale en 2016, l'EVRAS comme élément de non-discrimination et comme outil pour pouvoir faire du forcing dans lequel nous le trouvons aujourd'hui, avec le nouveau décret. Le décret de 2013, initialement, était dans une certaine liberté et latence pour les directions d'école, de pouvoir mettre les choses en place elles-mêmes, par des acteurs extérieurs ou intérieurs, mais c'est un contrat de confiance entre les parents et l'école. Donc, ensuite, le contenu est qu'il est imposé idéologiquement. On fait main basse sur nos enfants, et en réalité, de quoi nous parlons, quand on va beaucoup plus loin, on parle de l'autorité parentale. Qui a l'autorité parentale ici? Est-ce que c'est l'école éducationnelle? Est-ce que c'est l'école? Ou est-ce que ce sont les parents? Mais au niveau du contenu, le contenu, EVRAS, c'est quoi qui vous paraît alors il y a trois axes. inacceptable? Il y a trois axes. Vous avez le CAL qui est totalement anti-religieux, anti-philosophie, d'accord? Il est pour sa propre philosophie et la labellisation en est un élément crucial pour dire quelles sont les personnes qui rentrent dans ce cadre ou non de formation, pour bien cristalliser qui rentrera dans la labellisation et forcer les gens pour pouvoir faire de l'EVRAS d'impérativement être labellisés via les lobbies LGBT en connivence avec les associations ultra-féministes. Je dis bien ultra-féministes, les mots ont leur importance, je suis très féministe, tout dépend de où est-ce qu'on met le curseur du féminisme. Donc ça, il y a encore des définitions à remettre déjà sur la table. Et donc, on est en train de faire une OPA sur la tête de nos enfants au niveau éducationnel. Que chacun reste à sa place. L'école, c'est pas une cour de récré pour tous les lobbies. L'école, c'est fait pour apprendre, enseigner. Enseigner quoi? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? L'amitié, les relations amicales, ça on a toujours connu quand on était enfant dans les cours de récré. On apprend la frustration, le pardon. Tout ça, c'est aussi dans le projet pédagogique de l'école. Quand on inscrit nos enfants dans une école, il y a un projet d'établissement avec une philosophie. C'est pour cela qu'on est suffisamment libre, comme la Constitution le dit, à l'article 24, même à l'article 22. On est en mesure de choisir et de décider pour nos enfants. Il n'y a personne d'autre. Les seuls et uniques éducateurs sont les parents. Il faut que ce soit vraiment clair pour eux. Dans l'une de vos vidéos, vous parlez d'un décret de l'enfer. Oui, tout à fait. Parce que c'est à cause de ce décret qu'émerge tout ce qui arrive avec le guide EVRAS. Et le décret de l'enfer, c'est le décret de 2023. Tout comme le décret de 2013. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque aux petits. On s'attaque au fondamental, maternel, primaire. Il y a eu des cours d'EVRAS qui ont été donnés sous la direction de Madame Céline Frémaux qui a fait des enveloppes jusqu'à 500 000 euros. Dans le dos des familles, du jour au lendemain, par rapport aux décrémitions, on décrète que oui, c'est obligatoire. Au nom de quoi?
parlons du cadre. Parlons du cadre. Quelles sont vos prérogatives en termes d'enseignement? La neutralité de l'enseignement, je les renvoie aux professeurs de l'ULB en termes de droit administratif et de droit dans l'enseignement, de neutralité dans l'enseignement. Je les renvoie tous à ce professeur qui s'appelle, je n'ai plus le nom en tête, et qui a écrit une revue en ce sens, concernant le droit administratif et le droit de la neutralité dans l'enseignement. Il n'y a aucune neutralité. Ils sont tous des militants. Des militants. Hors de question, il n'y a pas de négociation possible. Mais si on sort de cet aspect autour, parce que là je trouve qu'on n'entre pas vraiment dans le sujet, c'est pourquoi c'est un décret de la l'enfer, sexualité, selon c'est moi qui m'en occupe, premièrement. Deuxièmement, pourquoi c'est un décret de l'enfer? Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles. Voilà. Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles sous couvert de prévention. On va leur montrer des choses inappropriées au nom d'une pseudo-neutralité qui n'est pas du tout neutre, qui est un parti pris, d'accord, bien précis, pour faire la guerre, surtout, je vais vous le dire, et on va le dire clairement, les choses, pour faire la guerre à tous les croyants, toutes confessions confondues, dans le fait même que les militants de l'Evras, dans des revues et des publications qu'ils font, relayent le fait que nous serions les fléaux de l'ordre sexuel. Il ne s'agit pas de créer la personnalité de l'enfant, de lui inventer des droits sexuels pour mieux faire le lit des pédophiles demain qui ne seront pas judiciarisés parce qu'il aura côtoyé ces genres d'aspects où on lui dira mais tu es conscient, on t'a appris cela, c'est pas comme si tu étais consentant. On leur apprend la consentance et on leur dit non, faut pas être consentant. Oui, faites comme faisaient tout le temps les PMS, on n'a pas besoin de l'Evras. Les PMS faisaient de la prévention. Je ne suis pas contre l'Evras à partir de l'âge de 15 ans, pas avant. Il n'y a pas de pulsion pour les enfants. Dans vos vidéos, vous dites aussi on refuse de laisser nos enfants entre les mains des pédophiles. Mais c'est qui ces pédophiles que vous accusez? C'est les animateurs Evras? Non, ce que je dis, c'est qu'on est en train d'ouvrir une porte. On commence à ouvrir une porte, mais on ne sait pas où on va. Mais c'est ce que ça va donner sur plusieurs... Il faut voir loin, sur longues années. Quand on parle à l'OMS de la masturbation enfantine précoce et que tout le monde relaie cela dans leurs documents officiels, c'est qu'ils sont adeptes de la masturbation enfantine précoce. Il faut regarder les rapports de l'OMS, il faut savoir lire tout simplement. L'OMS pour vous c'est le nouvel ordre mondial? Non. Écoutez, l'OMS c'est très vaste. On parle des droits sexuels en Europe et des directives à donner au niveau des politiques au niveau d'Europe pour aligner le droit sexuel des Européens. Il y a des directives très précises de 2010 qui viennent de lobbies d'associations allemandes qui ont été traduites par des associations suisses en 2013. Juste après, on s'est payé le protocole 2013 et on s'est payé la circulaire 4550 dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je maîtrise mon sujet. Je suis prête à tous les débats. Qu'est-ce que vous pensez d'Alain Escada? Alors, Alain Escada, c'est un parent comme moi. Point final. Alors, je vais vous expliquer. Je sais très bien ce qu'on essaie de nous faire comme piège, il n'y a pas de problème. On est tous parents. Vous voyez, nos chamailleries, on les réglera après. D'abord, c'est les enfants. Vous êtes au courant que je suis au courant de tout. Le mouvement Civitas est contre l'immigration, c'est mis noir sur blanc sur leur site, ça vous pose pas problème d'être main dans la main avec des organisations comme celle-là qui sont clairement d'extrême droite? Non, ça ne me dérange pas dans le sens où j'estime que déjà il faudrait déjà avoir une politique pronataliste pour éviter de faire trop d'immigration déjà. De Gaulle le disait d'ailleurs, il y a plein de choses à dire. Mais pour revenir à Civitas. Mais on va revenir à Civitas. On n'est pas d'accord sur plein d'aspects. Ok, on a montré en fait par notre manifestation qu'on est suffisamment démocrate pour pas censurer les personnes et parler même en cadre de désaccord, de pouvoir parler ensemble. Mais de s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel maintenant, ici et maintenant, ce sont nos enfants. On aura des débats publics, sans censure, sur nos accords et nos désaccords. C'est pas pour autant qu'on doit se haïr, qu'on doit se boycotter, parce que c'est le fait d'être boycotté qui crée la rancœur et qui crée la haine. Donc et qui nourrit la haine. La cause justifie d'être main dans la main avec l'extrême droite? Non, je ne suis pas main dans la main avec l'extrême droite, j'étais main dans la main avec que des parents. Donc, certains qui sont d'extrême. C'est pas mon problème, moi je ne l'ai pas invité, il est venu en tant que parent, c'est son problème, c'est pas le mien. Ça s'arrête là, j'ai donné la parole à tout le monde. Vous êtes plutôt pro-Macron ou pro-Le Pen? Moi je dirais que je serais ni l'un ni l'autre, je suis pour moi. D'ailleurs je compte faire mon propre parti politique.
Voilà. Vous allez vous présenter aux élections prochaines? Je pense que ça sera les élections européennes, le Parti international français, le PIF. Voilà. Vous résidez bien en Belgique? Je réside en Belgique. Je suis une Française. Ok. Et vos enfants sont à l'école en Belgique? C'est pour eux que vous vous battez? Oui, c'est pour tout le monde. Pour tous les enfants. Puisque c'est un programme européen. Vous pensez quoi des médias comme la RTBF? Ah ben, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger. Tout dépend. La mobilisation, elle va continuer? Oui, elle va continuer. Qu'est-ce que vous attendez pour les prochaines semaines, les prochains jours? Moi je n'attends rien. Moi ce que je dis à l'État, c'est surtout à ce gouvernement de fédération Bruxelles, qui ne représente pas l'État d'ailleurs. L'État c'est nous déjà en tant que citoyens, nous sommes souverains. On n'a pas été sollicités déjà en tant que parents. Et on prend des décisions comme ça. On a décidé de faire sans. On a décidé de faire sans les parents en fait. Et on met juste une ligne pour dire moralement oui, on a informé les parents, ils sont d'accord. Qui vous a dit ça? Qui? Personne. Dans vos vidéos, vous avez aussi soutenu l'imam Iqiyoussen. Tout à fait. Qui a été fiché, qui a été condamné pour des propos incitant à la haine. Vous le soutenez toujours? Alors, je le soutiens toujours, je le soutiendrai toujours. Et je suis prêt à tous les débats concernant la personne de M. Hassan Iqiyoussen. Je suis très au fait de cette histoire puisque je suis rentrée directement en contact avec les autorités. Il y a une grande partie qui n'a pas été montrée, qui n'a pas été dit. M. Hassan Iqiyoussen n'a jamais été un illégal en Belgique. Il a eu l'habitude de rentrer, donner des cours en Belgique. Il est connu du public belge en Belgique. Il a fait sa libre circulation avec son fils qui est français. Il avait jusqu'à 3 mois pour... même si on n'a pas de visa au niveau de la législation même de l'Office des étrangers, même si on n'a pas de visa et qu'on s'est prouvé la filiation, il a jusqu'à 3 mois, il n'a pas besoin de visa pour être en Belgique. On l'a enfermé, il a eu gain de cause à ces trois procès. Il a eu gain de cause et on l'a quand même enfermé. C'est politique avec M. Gérald Darmanin. Logiquement, M. Hassan Iqiyoussen devrait être là et il devrait faire en sorte que son interdiction d'entrée de Schengen et notamment de la Belgique soit levée. Tout simplement parce qu'il a sa famille, il a des liens en Belgique. Ce n'est pas d'aujourd'hui que M. Hassan Iqiyoussen fait de la déradicalisation. Et on essaye de le faire passer. Je suis aussi une de ses élèves et je suis fière d'être une de ses élèves. C'est un homme remarquable qui a tout fait pour faire de la déradicalisation dans les mosquées, dans la jeunesse, contre le salafisme. Vous êtes contre le salafisme aussi? Oui, et j'explique même mon propre cheminement, moi dans mon livre que j'ai écrit. J'explique mon propre cheminement, où est l'arnaque. Pour justement dire non, on a toute notre place, nous sommes des Français musulmans, des Belges musulmans. Nous sommes ici, nous vivons dans notre réalité géographique, oui, mais on ne va pas être d'accord sur tout. On a notre mot à dire, nous sommes des citoyens, à part entière et non totalement à part. Pour revenir à l'Evras, vous incitez les parents à retirer leur enfant de l'école. Pas 1 jour, pas 2 jours, pas 3 jours, vous incitez à les retirer. La condition sine qua non, c'est qu'on enlève le décret. Abolition du décret, moi je négocie pas. Mais si ce décret est maintenu, vous incitez les parents on va à d'abord en retirer justice leur enfant de l'école. Je vais saisir la Cour constitutionnelle. Il est hors de question qu'on lâche ainsi nos enfants, il n'y a pas de négociation. C'est eux qui doivent négocier avec nous, c'est pas nous qui négocions avec eux. C'est préférable de les retirer de l'école plutôt que on va les faire courir comme ils sont en train de nous faire courir. Pour 2 fois 2 heures sur toute une scolarité. Non, c'est pas 2 fois 2 heures, madame. Il faut bien lire le décret. Le décret, sur toute l'année, on est en train de former des enseignants avec la FIE, la formation intégrative des enseignants concernant l'Evras. On met perlimpinpin d'Evras ici, perlimpinpin d'Evras de partout, dans les hameaux, partout. C'est idéologique, c'est une guerre idéologique contre les familles hétérosexuelles, traditionnelles et de la spoliation de l'autorité parentale. Je repose ma question, pour vous c'est mieux de retirer les enfants de l'école plutôt que de les faire aller à l'école? Ça dépendra du gouvernement, ça dépendra si on nous abolit. Et c'est préférable pour les enfants? Comment? C'est préférable pour les enfants? Surtout qu'ils disent qu'ils ne diront pas quand est-ce qu'ils viendront. Moi j'accepte pas, je ne fais pas de bâton dans les roues, c'est moi l'éducatrice ici. L'école, c'est l'instruction. Déjà, toutes les écoles sont en déficit. Ils n'arrivent même pas à payer. La FEB n'arrive même pas à payer les écoles de ce qu'elle leur doit. D'accord? En termes instructionnels, on a besoin de plus de professeurs, d'un niveau plus rigoureux, qu'on fasse des dictées, que tous nos enfants sortent du primaire avec un excellent niveau en français. S'ils ne vont plus à l'école, ça va être compliqué. Non, bien sûr, on va s'organiser. On a beaucoup de professeurs aussi avec nous.
il n'y a pas de problème. On prendra des bâtiments, nous ouvrirons nos propres écoles. C'est pas un problème. Merci beaucoup. Merci. Okay. Ouais, on va continuer la discussion, mais c'est juste pour faire des plans. Je suis désolée, j'espère que vous allez tout balancer. Je veux ça cette va être vidéo. Compliqué dans un... Ouais, mais je veux toute cette vidéo intégrale. Ça, malheureusement, on peut pas. C'est pas que votre propriété. Ah, bah si. Ah oui, oui. D'accord. Bah, moi aussi, on a notre propriété. Ah, oui. Voilà, vous avez votre caméraman. Ça va. Chacun sa vidéo. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, la suite des événements, alors, la manif, et vous parliez d'un recours en justice. Oui, tout à fait. C'est en cours, ça? Oui, on est en train de mettre les choses en place. On a donné jusqu'au 25 au gouvernement. Donc jusqu'à... On va voir, on leur donne encore jusqu'à lundi, mardi, pour réfléchir à l'abolition du décret. Vous y croyez? Comment? Vous y croyez? On verra. Mais vous y croyez vraiment? Non. C'est pas grave, mais pour le principe, on ira pour nos enfants. Et quoi, donc la guerre est d'abord psychologique. Ça veut dire que si ce que vous espérez ne se passe pas lundi, on donnera les lettres pénales qui impliquent directement les directions d'école. Tout le monde sera impliqué. Ils se débrouilleront devant le pénal. On les judiciarisera tous. S'il y a un seul cours d'Evras qui se donne sans le consentement des parents, on les judiciarisera tous au niveau pénal. Et vous pensez quoi des incendies et des tags qui ont eu lieu? C'est pas une solution, c'est du n'importe quoi. Mais je condamne fermement, ça c'est clair. Ça c'est clair. C'est pas ça qu'il faut brûler, c'est le décret. C'est pas ça qu'il faut brûler. Il faut déconstruire, il faut montrer où est l'anguille sous roche dans tout ça. Pourquoi est-ce que vous vous mobilisez autant contre cet Evras depuis autant d'années? Laissons nos enfants grandir. Laissons nos enfants grandir à leur aise. Si, il y a 3 solutions politiques à faire. Très facile. On a un problème de pornographie, on est débordé. 1. Faites une loi anti-pornographie. On n'est pas débordé avec Internet et le contrôle Internet et avec les équipes fédérales de la cybercriminalité pour filtrer, pour ne plus donner de la pornographie. Si on se dit féministe, la pornographie n'est rien d'autre que de la violence envers le corps des femmes. Il faut être logique et cohérent à un moment donné. Il faut être logique et cohérent à un moment donné. On ne peut pas tout avoir. On préserve les enfants, on préserve la société. Oui, on met des brouilleurs à l'école. Comme ça, le téléphone, il n'y a plus de... Il n'y a pas moyen de voir, on s'axe sur l'école, on s'axe sur l'enseignement, l'instruction, on lit, on apprend l'histoire, la philosophie, plein de choses. Il y a tellement de choses à faire. On n'a rien trouvé de mieux que de s'occuper de leurs entreprises. Laissez-les vivre, laissez-les grandir. Nous nous occupons de ça. Et il y a des endroits tiers, des associations tiers. Les parents le font déjà. Ça s'est toujours fait. Si les enfants sont mal, ne peuvent pas parler avec les parents de ces genres de choses-là, c'est pas grave. Il y a toujours eu des tantes, des oncles, des cousins, des cousines avec qui parler. On n'a pas besoin de ça maintenant. On n'a pas besoin de ça. Parler de cela à 15 ans, c'est plus approprié. Oui, les jeunes ont ces pulsions. On essaye d'inventer des pulsions pour la jeunesse qui n'en a pas à l'âge de 7-8 ans, sous couvert de prévention. On est en train de rentrer la patte du loup. Comme je vous dis, c'est la fable du loup. Il est bien dit et répété que c'est les questions des enfants qui vont guider les animations. C'est des blagues. Ce sont des blagues. J'ai dit pour avoir déjà vu tout. Mais non, faut arrêter le délire. C'est du foutage de gueule. Faut arrêter ça. Faut arrêter. Faut arrêter. Sincèrement. Donc pour vous, ce qui est dans le guide Evras, c'est ce qui va être vraiment enseigné à long terme. Alors que à long terme, on dit que c'est pour le... Oui, on nous dit... Faut arrêter. Sincèrement, faut arrêter. Je maîtrise mon sujet, j'ai fait suffisamment de vidéos explicatives avec les différents documents officiels qui ont été mis en place. Je n'accepte pas qu'il y ait des lobbies qui prennent en otage l'école. Point. C'est moi la maman ici. Il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. C'est moi la maman ici. C'est moi qui ai pris mes enfants pendant 9 mois dans mon ventre. C'était pas la FOB qui était enceinte en même temps que moi pour poser au monde mes enfants. Donc chacun sa place. On ne s'érige pas un protocole de 2013 en faisant saute-mouton aux parents. Ça c'est rien. C'est pas dans leur mission. L'éducation, ça nous appartient. Seul. Et si on veut, d'autres personnes tiers, oui, on fait les choses avec des personnes tierces. Sur notre bon vouloir en tant que parents. Notre bon vouloir en tant que parents. On est sollicité. On ne nous fait pas saute-mouton et on nous impose. La négociation, elle doit pas venir de nous, elle doit venir d'eux. C'est eux qui doivent montrer patte blanche et négocier avec nous. C'est pas le contraire. On lâchera rien pour nos enfants. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de parents qui sont pour. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'ils sont mal informés. C'est pas vrai. C'est pas comme s'il y avait eu 50 000 personnes à la manif. Ah ouais, bah vous inquiétez pas, elles vont arriver.
Elles vont arriver. Quand elles ont déjà commencé à comprendre, en ayant vu le bout de l'iceberg là avec le Guy Bévras. Elles ont commencé déjà à cogiter mieux. Mais il faut faire l'anamnèse de qui sont les personnes derrière ça. Et ça, je l'ai. Vous avez participé au sondage de démocratie participative? J'ai lu ce qui s'est passé, oui. Est-ce que vous trouviez que c'était correct, vous qui connaissez visiblement bien le Guy Bévras, parce que je trouve que les questions... Sincèrement, je ne me suis même pas attardée sur le Guy Bévras. J'ai lu 2-3 aspects, j'ai déjà très bien compris, parce que c'est des choses que j'ai déjà compris en analysant ce qui a été fait pendant 10 ans, de 2013 à 2023. Et les lobbies LGBT, et j'ai pas honte de le dire, et je le dirai 1000 fois encore, se sont accaparés la question comme un cheval de Troie pour encore entériner bien les choses entre 2013 et 2023. Et quel est l'intérêt des personnes LGBT? Non, écoutez, leur atypisme, c'est une chose. Ils ont droit d'avoir des droits. Mais à la fin de chaque Gay Pride, ils ont eu des acquis politiques maintenant qui empiètent sur les droits des familles nucléaires. On ne fait pas du saute-mouton à des familles hétéros qui font des enfants pour des enfants qu'eux ne font pas. Si ils font des enfants, à un moment donné, même en tant que dit homo, entre guillemets, ils auront à un moment donné une relation hétéro. Où il y a FIV et tout ça, d'accord? Donc faut arrêter maintenant, on ne fait pas du saute-mouton au nom de votre malaise identitaire. Qu'est-ce que vous appelez du saute-mouton? Saute-mouton, oui, apparemment cette expression elle est difficile pour certains. C'est-à-dire, saute-mouton ça veut dire qu'on fait le cheval de Troie aux parents et on nous spolie de notre autorité parentale. L'éducation je ne la partage pas, l'éducation c'est moi en tant que parent qui la donne. Je veux bien consentir, avoir des partenariats. Quand on vient me dire limpidement ce qui est compris, j'accepte ou je n'accepte pas, mais on ne nous trahit pas dans l'information. On ne nous fait pas de la désinformation comme on est en train de nous faire actuellement au niveau de la RTBF. Moi je suis prête à tous les débats. On sait très bien ce qui se passe. Donc je maîtrise mon sujet. C'est pour ça qu'on a peur d'ailleurs de citer mon nom. On a peur de citer mon nom. Pourquoi est-ce que ça ne vous a jamais dérangé qu'il y ait de l'éducation sexuelle ou autre dans les écoles depuis autant d'années? Pourquoi est-ce que c'est ça ne me dérangeait pas quand il s'agit des adolescents de 15 ans. J'estime qu'on doit pouvoir parler de tout à 15 ans. Expliquer comment les différentes sexualités qui peuvent exister. Mais pas dire tu fais ton choix, tu fais comme tu veux. Et on fait de la désorientation sexuelle et identitaire aux enfants au bas âge. Parce qu'on sait qu'ils sont comme des éponges. Et on va leur intégrer ça, c'est de l'idéologique. Il n'y a pas de sexe mental, il y a deux sexes. Il y a le masculin, le féminin, point. Et à côté, il y a des atypismes. Il y a des exceptions. D'accord? On n'est pas en train de rejeter ces personnes. Loin de là. Je fais de la déconstruction, même dans les mosquées, pour expliquer, vous avez rien. Pour ceux qui sont dans les mosquées? Oui, je vais dans les mosquées, mais ces derniers temps, ça fait longtemps que je n'y vais pas. Mais par contre, quand j'ai des choses à dire aux imams, je les leur dis. Concernant la condition des femmes, d'ailleurs. Voilà. Et du discours ambiant chez certains, très rigoristes, que je combats. Donc voilà. Donc je sais ce que j'ai. Il n'y a pas de souci. Et vous pensez quoi des frères musulmans? Ça dépend de ce qu'on appelle par frère. Déjà, ça ne m'appartient pas. Les frères musulmans, c'est un mouvement d'Égypte. Nous, ici, on est en Europe. C'est notre manière de penser. Il faut arrêter ça. Il y a eu du bon et du mauvais chez eux, en leur temps, avec leurs problèmes d'antan. Chacun a son environnement, sa sociologie, sa manière d'appréhender les choses. On ne nous fait pas de l'importation et on ne nous considère pas non plus comme des demi-musulmans qui ne sont même pas en mesure de réfléchir ou faire notre propre théologie ici en Europe. Voilà. Ouais, je m'emporte. Non, mais je pense qu'on a eu une discussion assez longue. Donc, Étienne,